Bonjour à tous, bienvenue parmi nous aujourd'hui pour cette nouvelle semaine, nouveau sujet. Et je suis absolument enchantée cette semaine de retrouver le puits de savoir, le puits de connaissances que nous avons toujours grande joie de retrouver sur Vivo Vojo, le docteur Paya, qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on aborde de plus en plus, mais encore pas suffisamment, le syndrome d'exposition précoce excessive aux écrans. Bonjour, docteur Paya. Bonjour Mathilde, ça me fait plaisir d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose dont il faut vraiment se soucier. Alors, on y a eu droit il y a une quinzaine, 15-20 jours à peu près. On en a parlé sur les télés. C'était très intéressant de voir que les mêmes textes se reproduisaient suivant les chaînes. Donc, il y a une information qui est passée, mais c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut expliquer pourquoi. Parce que dire que c'est dangereux de laisser des enfants exposés aux écrans, c'est bien, mais si on comprend pas pourquoi, beaucoup de parents prennent pas la décision. Absolument, absolument. Quand il nous manque le pourquoi, on manque d'outils pour savoir comment faire pour y remédier. Et puis on manque peut-être de motivation. Je ne sais pas si le motivation est le bon mot, mais on va peut-être enlever les enfants quelque temps des écrans, mais sans savoir exactement pourquoi on le fait, si ce n'est je l'ai entendu à la télé que ce n'était pas bon. Voilà, ça ne va pas se poursuivre et dans le temps et s'ancrer dans le quotidien, alors que définitivement, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place dans le quotidien pour les enfants et les éloigner au plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour bien comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur du corps, dans la chimie du corps des tout petits lorsqu'ils sont exposés aux écrans. Je rappelle simplement pour nos auditeurs, alors vous êtes un habitué de la plateforme, donc on a l'habitude de vous retrouver. Vous êtes venu nous parler de plein de sujets allant du plasma de Quinton, en passant par les oppositions qu'on peut trouver entre les médicaments, les molécules actives des médicaments et les carences en micronutriments. Vous êtes venu nous parler de plusieurs expositions aux champs électromagnétiques et des impacts que ça peut avoir sur le corps. Vous êtes venu nous parler de la douleur. Plein de sujets, je vous invite vraiment à les regarder sur notre page YouTube, notre compte YouTube. Vous allez voir voilà, de nombreuses interventions du docteur Paya, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mais pour peut-être les nouvelles personnes qui seraient là, je rappelle que vous êtes docteur en médecine, diplômé d'acupuncture, d'homéopathie, d'ostéopathie, d'auriculomédecine. Vous êtes titulaire de la capacité nationale d'évaluation et du traitement de la douleur. Vous êtes diplômé également de d'évaluation d'invalidité par l'École nationale de la médecine du travail de Madrid. J'aime bien le préciser parce que vous êtes vraiment spécialisé dans tout ce qui touche la douleur et ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, c'est important de le rappeler. Médecin consultant et expert auprès des tribunaux. Vous faites le suivi scientifique et les formations de thérapeutes pour différentes sociétés et au cœur des directions médicales ou scientifiques. Vous avez été le collaborateur du docteur Jean Seignalé, notamment pour la 5e édition de son livre « Alimentation à la 3e médecine ». Vous êtes enseignant, formateur, conférencier, auteur d'un merveilleux livre qui traite précisément, j'en parlais, des liens entre les micronutriments et les médicaments et des possibles carences, qui est une pépite. Moi, je l'utilise régulièrement dans ma pratique. Il est en réédition, je crois. Il va être complété en réédition, c'est-à-dire que je vais apporter je vais rajouter un chapitre sur les carences au niveau de l'alimentation qui en fait viennent à s'ajouter à celles que provoquent certaines molécules médicamenteuses et surtout je vais développer l'interférence des médicaments et des aliments sur le microbiote. On sait aujourd'hui, je sais qu'il y a un film qui est prévu en octobre, hein, qui va être présenté en France en octobre, sur l'extinction de masse. Et l'extinction de masse, c'est qu'en 50 ans, 50% de notre microbiote a disparu, avec l'apparition de maladies qu'on ne connaissait pas et qui sont dues à la prolifération de bactéries dangereuses qui ne sont plus neutralisées par des bons microbes dans notre intestin. Et c'est quelque chose de capital. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le, On le, parle. le, le premier, j'en signalais, au niveau immunologique, avait fait la relation entre les antigènes de certaines bactéries intestinales et les maladies auto-immunes, comme les thyroïdites d'Hashimoto,
les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites ankylosantes. Ça a été le premier à mettre le doigt sur la plaie en 1988 et depuis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui, oui, absolument. Donc, on répète Et quand très vous régulièrement. regardez les pubs à la télé, on continue à chasser les bactéries, C'est ça, c'est ça, c'est ça. alors qu'on en a besoin pour vivre. Le microbiote, bien sûr. Un organe véritablement à part entière. Donc, formidable. En tout cas, vous pourrez venir. Voilà, on pourra à la sortie de votre livre, la réédition. On a beaucoup, beaucoup de demandes pour ce livre, mais voilà, qui pour l'instant a été en rupture. Voilà, victime de son succès. Donc, c'est à la fois une très bonne nouvelle. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il revient en réédition augmentée. Donc, on aura plaisir de vous recevoir pour parler de peut-être plus précisément de ce chapitre ajouté. Et puis, je voulais Avec compléter. plaisir. Avec joie. Et puis je vais rajouter que vous êtes un expert de la pollution électromagnétique et des méthodes de correction. Et donc on pourra aussi, ça va être aussi un sujet qui va être un peu en lame de fond dans la thématique de ce jour. La pollution invisible. La pollution invisible, absolument. Absolument. Écoutez, docteur Paya, je vous laisse la parole et je vous écoute moi aussi avec grande attention sur ce sujet capital. Alors, grâce à des équipes françaises, le problème des symptômes provoqués par l'exposition des enfants aux écrans a été nommé syndrome d'exposition précoce excessive aux écrans. Alors, ça a été donné pour cette suite de symptômes qu'on va détailler, afin de distinguer d'une confusion qui faisait référence à un autisme visuel. Et les parents d'enfants autistes se sont élevés contre cette assimilation de ce syndrome par rapport à l'autisme, et il y a des différences. Et donc, vous verrez dans la description clinique du cas que j'ai pu suivre et traiter, il y a des éléments qui changent vraiment. Donc, il faut savoir que ça a été décrit en 1998, c'est-à-dire ça fait plus de 25 ans, par une chercheuse qui s'appelle Linda Pagani, qui a montré les effets inquiétants d'une exposition à la télévision, tout simplement, aussi bien pour les enfants que pour les adolescents, donc au niveau de la capacité d'attention, la scolarité, les relations sociales, etc. Elle a continué ses études, a republié en 2010 et jusqu'en 2018. En 2013, l'Académie des sciences a publié un document de référence. Il n'a pas parlé des tout petits. Et plus récemment, la Haute Autorité de Santé a émis un avis relatif à l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans en 2019 que vous pourrez retrouver facilement sur Internet. Alors, qui s'appelle avis relatif, pour que les personnes le retrouvent. Avis relatif à l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans. Parfait. Haute Autorité de Santé. Voilà. Parfait. Donc, par la suite, il y a un neuropsychiatre bien connu, Boris Cyrulnik, qui a publié, qui a été en charge d'un rapport pour le ministère de l'Éducation nationale et qui, dans son rapport, a dit qu'il ne fallait pas exposer les enfants avant 3 ans aux écrans. Et ensuite, il a modifié un petit peu son point de vue et il a déclaré qu'il ne fallait pas les exposer avant 6 ans. Alors, la situation est peut-être plus dramatique encore que ça, puisque des travaux récents montrent des troubles du langage quand la maman a été exposée à des champs électromagnétiques durant la grossesse. Et ça a été publié par un chercheur, Mortavazi, un chercheur iranien qui travaille aux États-Unis, qui a mis en effet donc ces problèmes au niveau de l'utilisation du langage si la mère avait été exposée. Et c'est vrai aujourd'hui. Très nouveau, ça, on l'entend pas. Pardon? C'est très, très nouveau comme information, ça. Ça, c'est quelque chose qui est peu Moi, exposé. je me suis insurgé plusieurs fois quand j'ai vu des femmes enceintes qui avaient un iPad sur le ventre en leur disant que c'était dangereux. Elles m'ont regardé, c'était en Espagne, en rigolant. Voilà. Par méconnaissance, parfois, on pense pas mal faire. La pollution, c'est comme quand si une femme boit ou si une femme fume, le gosse a des problèmes. Il faut être responsable. Oui, mais comment
au début de cette émission, c'est de la pollution invisible. Donc parfois, il n'y a pas forcément cette prise de conscience, le fait d'être enceinte et vraiment d'avoir posé sur son ventre son téléphone, sa tablette. Mais voilà, vous remettez ça en lumière aujourd'hui au travers de votre expérience et des différentes études. Donc c'est important. Mais je pense que c'est bien de le souligner et de le remettre en lumière. Quand on sait qu'il y a plus de la moitié des adolescents qui dorment avec leur téléphone allumé sous l'oreiller, Absolument. et quand on voit la progression de tumeurs cérébrales chez les adolescents, la relation existe. Hein. Alors bien Oui, sûr, il y a des études qui vous diront que non, il y a des études qui vous diront, comme toujours, quand les chercheurs ont besoin de se faire financer, qu'il faut refaire des études pour démontrer ce que la première avait démontré. Mais le problème est là, c'est qu'il y a une relation entre l'exposition et l'apparition de tumeurs. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les champs électromagnétiques ont été classés par le Centre international du cancer à Lyon dans la catégorie 2B pour les gliomes et les glioblastomes. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Voilà. Alors aujourd'hui, sur ce problème des enfants, les travaux sont en train d'augmenter, ils sont de plus en plus fréquents et ils s'étendent géographiquement. Donc on a Xiaoyang en Chine, la Roumanie avec Zamfir, l'Allemagne avec Poulain, la Thaïlande, les États-Unis, etc. Donc les différents intervenants médicaux et paramédicaux aujourd'hui et les personnels de crèche et de garderie constatent l'apparition de comportements inquiétants à une fréquence croissante chez les tout petits entre 6 mois et 3 et 4 ans. C'est quand même dramatique, 6 mois. L'analyse de la cohorte française, c'est une étude qui est lancée sur des années et dont les résultats sont analysés au fur et à mesure par le chercheur Jonathan Bernard de l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche médicale, sur 14 000 enfants entre 2 ans et 5 ans, a montré une relation négative entre le temps d'exposition et le développement. C'est-à-dire que plus l'enfant est exposé, moins son développement est bon. Cette relation est plus faible pour la cognition lorsque le cadre de vie familial est pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau de la mémoire, si le cadre familial interfère avec l'enfant, on a moins de problèmes sur la mémoire. Mais on a des enfants aujourd'hui qui rentrent chez eux, qui sont seuls avec leur écran. Oui, bien sûr. Là, on porte 2 ans et demi à 5 ans quand même. Une relation négative non négligeable entre l'exposition à la télévision pendant les repas familiaux et le développement précoce du langage. Alors, vous avez un bébé, s'il vous plaît. Vous éteignez la télé quand vous mangez. Oui, pas de nuisance sonore, pas de pollution sonore autour qui peuvent déjà créer une stimulation. Surtout et visuel aussi, oui, bien sûr, si c'est à proximité. On va y arriver. Il faut tenir compte de l'exposition des tout petits aux écrans qui sont sur les consoles de jeux, les smartphones qu'on leur prête, les tablettes ordinateurs proposés comme jeu. C'est la nounou la moins chère, m'a dit une maman. Un jour, j'étais à Pamplonne pour faire une conférence Quinton et je suis rentré dans un magasin de chaussures parce que j'avais vu une paire de chaussures qui me plaisait et je vois un gamin qui devait avoir 18 mois avec un téléphone posé sur un système bricolé et que le gosse était comme ça. Et je dis à la mère, mais enfin, vous savez que c'est dangereux. Et voilà, elle me dit, mais vous savez que c'est la nouvelle moins chère que j'ai trouvée. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Et oui, oui. Mais parce que c'est une réalité financière aussi. C'est une réalité économique, mais on comprend bien avec ce que vous nous expliquez l'impact que ça a derrière pour essayer de trouver d'autres solutions, se regrouper. Il y a d'autres solutions, mais il y a une réalité que les enfants sont tellement hypnotisés par ces écrans. C'est une réalité. Aujourd'hui, quand l'enfant n'a pas de jeu, il va tenter d'aller chercher les jeux qu'ont ses frères ou les parents, les téléphones, les écrans. Excusez-moi. Alors, l'écran devient compagnon de vie quasi permanent. Que se passe-t-il? L'œil est attiré par le mouvement et il existe une captivation, fascination du regard qui semble hypnotiser. Donc, on a ce phénomène d'hypnose qui est en partie lié à deux choses. L'œil est attiré par le mouvement, c'est-à-dire que devant l'écran, le corps est immobile, les yeux sont grands ouverts
et ne clignent pas, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça. Il n'y a pas ce mouvement naturel de clignement et le Hmm. visage a une expression figée. Les dessins animés pour enfants offrent un mouvement permanent, ce qui établit la captation. Oui. L'enfant est sage comme une image, ce qui ne devrait pas être. Oui, oui, mais et Donc, à la fois, il y a, est-ce que les il y a enfants deux ne choses. reproduisent Il y a pas? deux choses. Oui, Il y a deux choses. Il y a le mouvement de ce qu'il voit à l'écran et oui, deuxièmement, le balayage de l'écran pour rafraîchir l'image. oui. Ce sont deux choses qui interfèrent. Mmh. Et puis ce sont des choses qui ont été étudiées dernièrement, alors pas forcément sur les enfants là, et vous le rappelez régulièrement que les enfants, il y a peu d'études, sur eux, mais même sur les adultes, il y a des études marketing où il faut que les images changent. Alors je crois que de mémoire, c'est toutes les 3 secondes pour même capter l'attention des adultes. Donc déjà, c'est J'ai vu une image qui m'a fait énormément rire. Il y a un groupe de jeunes dans un musée face à un superbe tableau. Ils sont tous assis en train de regarder leur smartphone. ah oui. Oui, 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 mais oui. Mais oui, Alors, mais de toute chez les façon, il nous petits, accompagne, c'est un compagnon du quotidien, vous l'avez rappelé. cette captation de l'intérêt se fait au détriment d'exploration manuelle, Mmh. sensorielle, buccale, si importante à cet âge pour créer des connexions cérébrales et appréhender le monde par cet apprentissage. L'interaction partagée est essentielle au développement de l'interaction sociale et est perturbée par l'écran qui réalise une privation sensorielle. Mmh. Voilà. Il n'y a plus cette notion de toucher. Oui. Il n'y a plus cette notion de toucher. euh, euh, et il faut différencier tout cela d'une carence affective ou d'une carence de soins qui ne donne pas les mêmes symptômes et n'entrave pas le développement de la même façon. Un enfant de 2 à 3 ans qui regarde un album avec un adulte a un comportement différent. Donc, il y a une interaction avec l'adulte, il y a les questions qu'on lui pose, il y a l'interaction avec le papier. Souvent, moi je le vois avec mes petites filles, elles mettent un doigt sur une image et elles demandent qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il dit. Donc, c'est très important. Mmh. Et c'est différent d'un enfant qui est hypnotisé par ce qui se passe sur sa tablette. Mmh. Oui, il va le faire Ouais. alors hypnotisé par la tablette, mais aussi par mimétisme de son entourage, parce que les adultes aussi, ils sont de plus en plus, Oui, bah oui. sur les écrans. Non, mais il y a le Ben, fait de leur donner et puis il y a le fait que même quand ils ne l'ont pas, ils voient en fait leur environnement avec tout et les parents en premier généralement, sur leur tablette aussi, donc il y a un effet de mimétisme. Si les parents sont devant un livre, il y aura certainement un peu, moins l'envie de partir sur les écrans aussi. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant ce que vous nous dites là. C'est que ce développement sensoriel est primordial sur le développement et cognitif de l'enfant. l'interaction avec un parent, avec un frère, avec un adulte. Un enfant Mmh. de 3 ans qui regarde un album avec un adulte a un comportement différent de celui qui regarde une tablette. Oui, Donc, en fait, il y a un phénomène d'intégration qui permet de mettre en place des circuits cognitifs et comportementaux différents. d'accord. Alors du coup, quels sont les symptômes les plus fréquents constatés pour ces Alors, enfants-là? ce sont des enfants qui sont agités, coléreux, avec un retard de langage et un retard d'apprentissage de la lecture. Mmh. Certains neuropédiatres expliquent que chez un tout petit, voir la télévision avant d'aller à la crèche ou à l'école les fait passer en mode d'utilisation chasse. C'est le cerveau reptilien avec un blocage conséquent d'apprentissage. Et on sait aujourd'hui que l'usage par les adolescents de jeux vidéo, pour la plupart violents, les place dans une dynamique de réponse violente avec des réponses inadaptées dans la vraie vie. Mmh. Aujourd'hui, on déclenche des comportements violents parce qu'on a l'habitude de jouer avec un jeu et de tuer, de détruire, etc. Et on n'a pas la réponse de celui qui est en face. Alors que quand vous agressez un adulte et qu'il vous met une claque pour se défendre parce que vous l'avez agressé, ou simplement qu'il fasse preuve d'autorité en vous disant ça suffit, on a des comportements coléreux, inadaptés. Euh, c'est
il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans le comportement de ceux qui sont exposés. Il y a une rupture du lien social, c'est ce que vous disiez, qui fait que l'attitude avec les autres, les interactions sont beaucoup plus complexes. Il y a une baisse de l'estime de soi, non Mais aussi, je crois. il y a une rupture de l'interaction sociale, mais il y a un comportement qui devient agressif et qui ne comprend pas la réponse de défense de l'autre. Mmh. Bien Alors, sûr, j'ai eu la chance d'étudier cela chez le petit-fils d'un de mes meilleurs amis. Alors, la maman a passé une partie de la grossesse qui était difficile. C'est une famille recomposée. Donc, c'était le troisième enfant avec un deuxième partenaire. Elle a passé la grossesse alitée avec une tablette sur le ventre. J'ai déjà expliqué ce qui se passe. Quand j'ai examiné cet enfant de 4 ans, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un langage non structuré. Il prononçait plus ou moins bien un premier mot. Le reste correspondait à des sons modulés sans signification. Moi, j'ai vu avec son grand-père, il disait papy, et le Mmh. grand-père me dit, tu vois, il commence, il dit un premier mot, puis il n'y a plus rien. Mmh. On ne comprend pas ce qu'il dit. Une difficulté énorme à utiliser des jeux. Donc, il y avait un puzzle qui était fait pour des enfants de 2 ans, il en avait 4. Et il était juste capable de les aligner, d'aligner les pièces sans correspondance, comme les petits traits, comme les wagons d'un train. C'est tout ce D'accord, qu'il. les unes à la suite des autres, sans Voilà. les emboîter pour reconstituer un dessin. Alors, c'était d'autant plus choquant que moi, j'ai une de mes petites filles à 3 ans est capable de faire un puzzle avec chaque main. Voilà, c'est d'autant plus choquant que j'avais des exemples qui étaient très différents. Mmh. Quelques minutes après être arrivé chez ses grands-parents, il y avait une dépendance d'un quelconque écran. Il saute sur le téléphone du grand-père. Si le grand-père lui donne pas le téléphone, il a pris la télécommande, il allumait la télé. Et si on lui disait non, il faisait une crise, Mmh. mais terrible, à se rouler par terre en criant, etc. Alors, suivi par des professionnels, orthophonistes, neuropsychologues, troubles du spectre autistique. Ce qui n'était pas ça, ils sont passés à côté. Il suivit du regard et n'avait pas de stéréotype, donc il n'était pas autiste. Donc là aussi, il faut Qu'est-ce faire que vous attention. entendez par il n'avait pas de Il y stéréotype? a, il y a, il y a, il y a la caractéristique chez un enfant autiste, c'est qu'on n'arrive pas à capter son regard. Moi, j'ai fait un suivi en Espagne de 110 enfants autistes. Euh, la première chose, c'est que vous n'arrivez pas à capter le regard de l'enfant. Mmh. Mais D'accord. même chez un bébé qui vient de naître, j'ai eu l'exemple avec la petite fille de mon voisin. J'étais là voir la maman et le bébé quand ils sont nés à la clinique. Et tu regardais le bébé, elle refusait d'accrocher le regard. Alors Mmh. qu'un bébé, on a même qui vient de naître, 2, 3 jours, on a une interférence par le regard, on a une Mmh. interaction. Donc, et les autistes reproduisent certains comportements. Donc, il y a une certaine gestuelle, certaines choses qu'ils font systématiquement. Donc là, il n'y avait rien de tout ça. Donc, on l'a mis dans le sac des troubles du spectre autistique parce que on ne savait pas quoi faire. Or, c'est un problème d'écran. Donc, en fait, j'ai mes techniques d'examen, absence de passage interhémisphérique, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que l'enfant était lobotomisé, absence de Mmh. connexion entre différentes aires cérébrales associatives et problème de dopamine. On va y revenir. En Mmh. fait, il existe un état de stress et une dépendance de type cocaïnomane, l'usage de l'écran faisant augmenter le niveau de dopamine, surnommé l'hormone du bonheur. Mmh. La crise survient dès que le niveau baisse si la stimulation n'est pas reprise. Mmh. Voilà, C'est très intéressant. c'est un comportement de cocaïnomane. Oui, oui. Et Oui, de euh, droguer, bien sûr, oui, oui. si on fait rien, on verra ce qu'il faut faire. On a des enfants qui seront prédisposés à aller rechercher leur plaisir dans la drogue, Mmh. Aux addictions de manière générale. de manière générale.
Mmh. C'est Euh, intéressant de voir que ça peut se générer, en fait, se produire dès la petite enfance par des habitudes, des mauvaises habitudes, en fait, mal connues ou ben, voilà, parce que sans mesurer l'impact et l'ampleur que ça peut jusqu'où ça peut aller, en fait. que l'exposition aux écrans prédispose à l'utilisation de fast-food avec une nourriture la plus sucrée, la plus molle possible. Mmh. C'est quand même ahurissant. Mmh. Quand même ahurissant. Oui, oui. Oui, 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 oui. Donc vraiment ce lien sur, toujours chercher le plus intense avec tous les exhausteurs de goût et tout ce qu'on peut retrouver forcément à l'intérieur de cette fast-food. Donc toujours pour aller chercher plus de plaisir et ces voies dopaminergiques, là aussi qui sont stimulées par les écrans, par Il l'alimentation, par le sucre. C'est faut bien intéressant, voir, il faut bien voir que le sucre est plus addictif que la cocaïne. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Est-ce que certains états dépressifs, parce que enfin moi je lis beaucoup en ce moment d'états de dépressifs de plus en plus importants chez les enfants, euh, avec des suicides chez les alors adolescents plutôt. Alors il y a le harcèlement à l'école, il y a plein de sujets, c'est multifactoriel, mais est-ce que cette voie de surexposition aux écrans peut être un facteur ou non? C'est quand même quelque chose d'à part. Absolument. Absolument. D'accord. Il y a une surstimulation de certaines, de certaines aires cérébrales et il y a surtout une stimulation permanente du cerveau reptilien. On est en mode chasse, le chasseur, Hmm. et on peut passer à l'acte. Ok. D'accord. On peut passer à l'acte. Hmm. Ok, ok. Il y a une Voilà. surstimulation. Il peut y avoir une surstimulation et un manque de dopamine. Oui, très bien. Très bien. Non, non, mais c'est Et voilà, pour manque de vraiment voir. dopamine, ça veut dire à ce moment-là le déficit de mélatonine induit par les écrans. Et j'invite tout le monde à revoir le séminaire qu'on a fait sur le stress et les Oui, ondes électromagnétiques. absolument. Il faut bien voir que la mélatonine est le précurseur de la sérotonine. En fait, il y a un lien mélatonine-sérotonine et Absolument. automatiquement, on a un facteur dépressif. Oui, oui, oui. Et effectivement, vous aviez parlé de ça dans un précédent webinaire. Je vous ai donné quelques webinaires en début de cette émission que je vous invitais à aller retourner voir. Ou voir tout court, mais c'est vrai qu'il y avait celui-ci aussi, je veux dire, entre le stress au travail et tout l'impact qui peut y avoir et effectivement l'impact sur les neurotransmetteurs. Donc je vous invite vraiment à aller re-regarder ce webinaire que vous pouvez retrouver sur YouTube où vous Si vous donniez. voulez bien, on va reprendre quelques-unes des diapositives que j'avais développées. Donc, le lien va apparaître à l'écran sur les publications scientifiques qui montrent clairement l'étude du docteur Marande qui donc une résistance moyenne à la contrainte qui était négative face à un écran et quand on y a une protection avec la technologie CMO, on a 15% d'amélioration. Et voilà. Non mais Ensuite, il y a tout la présentation graphique des résultats qui a été fait par Clemens Krop à l'université de Reading sur les syndromes de stress, 6,6 syndromes par personne, et la protection avec un CMO, on chute de 35% le nombre des symptômes. Ensuite, il y a la comparaison de niveaux de différentes faites par Canavan en 1997 à l'université de Luton au Royaume-Uni. On a une altération de l'état psychologique des niveaux moyens de motivation et le niveau de motivation et de sérénité sont augmentés de 77% pour la motivation et de 166% pour la sérénité quand les écrans sont protégés. Alors, il y a un autre élément les d'apprendre en chiffres compte sont aussi, considérables, considérables parce que c'est c'est vrai que énorme. c'est considérable parce que c'est bien que vous rappeliez ça aussi, c'est qu'il y a cette stimulation visuelle, vous en avez parlé, le côté addictif d'aller vers les écrans, et puis il y a
ce rayonnement aussi, le fait de l'avoir dans les Voilà. mains. On a un changement de comportement du fait de l'exposition. Et ça, on n'en parle pas assez. Oui. Il y a un autre élément à prendre en compte qui n'est pas associé à cette exposition, c'est l'apparition de troubles de la vision chez les utilisateurs d'écran. Aujourd'hui, en Asie, où l'école numérique a été établie bien avant la France, 75% des adolescents sont myopes. 75% d'adolescents myopes, c'est gigantesque. Le niveau d'accommodation, c'est celui d'un écran, c'est pas celui de la vie qui est autour. Ouais. Donc, on avait des travaux qui avaient été faits en 1999 par le professeur Miyata au Japon, et on voit sur ce schéma que on a des lésions cornéennes, des micro-ulcérations cornéennes, avec une réduction de 50% des micro-ulcérations quand on utilise un CMO. Oui. La deuxième, c'est les troubles de l'accommodation. On avait mis en évidence qu'il y avait une fatigue oculaire et une faible capacité d'adaptation de la vision. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, chez les professions qui rentrent des données sur les écrans. C'est une véritable catastrophe pour leurs yeux. Donc, on voit sur le schéma. Donc, fatigue oculaire, capacité d'adaptation moyenne chez les exposés, un retour à la normale, avec une multiplication par 10 de la capacité d'adaptation quand il y a une protection par la technologie CMO. Même sur les yeux? Oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas forcément évident comme ça de voir le lien entre les yeux. On imagine que c'est plus visuel et pas forcément de l'ordre du champ électromagnétique, mais ça joue. La plupart des lunettes aujourd'hui ont des filtres pour bloquer la lumière bleue, qui est émise par les écrans et qui est celle qui est dangereuse. Mais on oublie donc Miyata avait été très étonné de constater que même chez les porteurs de lentilles, il y avait une altération des lentilles elles-mêmes qui étaient abîmées. C'est incroyable. Donc, il y avait des micro-kystes dans la cornée. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens aient les yeux secs. Oui, c'est 15% de la population française aujourd'hui qui sont en yeux secs. Il ne faut pas s'étonner que les gens aient les yeux qui leur piquent, qui sont fatigués, etc. Alors, on met ça sur le compte de l'air dans les entreprises qui, en général, est un air, on est en circuit fermé avec un air qui est filtré, etc. Il faut bien voir, par exemple, qu'il y avait l'importance des ions négatifs, qu'à une certaine époque, les climatiseurs étaient tous équipés de générateurs d'ions négatifs. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Et donc, mais on oublie cette pollution par l'écran par lui-même. Bien sûr. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, parce que là, du coup, on se rend bien compte que les impacts sont très larges, avec un spectre extrêmement varié, que ça va de le trouble de la concentration, trouble de l'attention, dépression, vous nous parliez, potentielle addiction plus tard, tout au long de la vie, qui peuvent se générer dès la petite enfance. Et même, je vais même pas dire dès la petite enfance. Vous avez réexpliqué là que ça peut démarrer dès le niveau fœtus dans le ventre de sa mère. Ça, c'est capital. C'est quand même gravissime. Complètement. Alors, donc, que faire? Il faut supprimer de façon progressive l'écran qui crée l'addiction. Protéger les écrans familiaux avec un CMO afin d'éliminer les facteurs de stress et les facteurs de stress électromagnétique et protéger la vision. On vient d'en parler. Donc, les diapositives ont été présentées et vous n'avez qu'à regarder les résultats. Mise en place une action familiale afin de bloquer le maillon faible qui tentera de provoquer un écran pour avoir la paix. Il y en a toujours un qui craque pour pas que l'enfant crie. Dans les CMO, simplement pour, comme on va les prendre point par point, vos conseils que vous nous donnez. Donc, pour les CMO, c'est la petite pastille. Alors, je sais pas si on peut dire pastille. J'ai utilisé un mot peut-être trop classique, mais à coller sur l'ordinateur. Il y a celle qu'on met sur le téléphone portable, et puis il y a cette petite pyramide, ce petit cône qu'on place.
les cônes qui couvrent qui couvrent l'habitation, il y a un cône pour 100 mètres carrés, un autre pour 200 mètres carrés. Et Voilà. puis il y a le porte-clés qui a la même action que les cônes à porter sur soi quand on sort. Voilà. Voilà, c'était simplement pour rappeler Mais, téléphone et écran tiennent compte des fréquences particulières qui sont émises par les systèmes et qu'il faut corriger spécifiquement. Voilà. Bon. C'était bien de le rappeler. Très bien. Alors, il faut les crises vont être de plus en plus fréquentes. Les crises de comportement des enfants? Les crises vont être de plus en plus fréquentes. De quelle crise parlez-vous? De colère, etc. On est dans un état de manque. Oui, oui. Comme de sevrage. Hein. Il faut mettre un soutien familial en place. Il faut que toute la famille se motive avec un retour à la lecture et à l'occupation à partir de livres papier. Il faut qu'il ait quelque chose à regarder et à toucher. Donc on développe déjà ça. Et au départ, il faut qu'un adulte ou un grand frère ou une grande sœur commente le livre, oblige à prendre le livre et crée un rituel de lecture avant d'aller dormir. Oui, comme toutes ces addictions, ne pas arrêter quelque chose. Voilà, il faut créer un rituel qui remplace l'hypnose de l'écran. Voilà. Oui. Combler un peu le manque qui peut y avoir. Il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple aujourd'hui, la Finlande et la Suède ont complètement chassé l'enseignement numérique et sont revenus à l'enseignement papier-crayon. L'enseignement petit-crayon. On s'est aperçu que l'utilisation de la main et de la pince avec le crayon et du mouvement mettait en place certains circuits cérébraux de mémorisation. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui lisent sur une tablette ne se rappellent pas de ce qu'ils ont lu à moyen ou à long terme. C'est vrai. Il n'y a pas d'engrammage, de la mémoire. Il n'y a qu'une mémoire à court terme qui fonctionne. Oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable dans les neurosciences, effectivement, qui ont beaucoup avancé là-dessus, sur la mémorisation et la compréhension, même le sens que l'on donne aux choses. Le fait de lire sur la table, d'avoir les yeux qui défilent, ou plutôt qu'avec le doigt, faire monter comme ça sur une tablette, plus avec tout ce que vous nous partagez depuis le début de cette émission sur les ondes, les fréquences, cette lumière bleue, si on n'a pas de lunettes à écran bleu. Il y a un petit logiciel aussi qu'on peut télécharger, si je peux donner pour les parents peut-être, parce que les enfants sont censés ne plus regarder leur écran à ce moment-là, mais il y a un petit logiciel qui s'appelle Flux, Flux, qu'on peut télécharger gratuitement. On met le lieu d'habitation, donc en fait c'est calé sur le fuseau horaire et l'écran va changer de couleur au fur et à mesure de la journée pour adapter et limiter cette lumière bleue. L'idéal est évidemment de couper les écrans le soir, mais bon, ça peut être un outil si on doit par la force des choses être un peu sur son écran plus tard le soir. Pardon, c'était une petite précision. Il faut comprendre aussi que la protection par les CMO va rétablir le niveau de mélatonine et que ça va permettre un endormissement plus facile. On n'y pense pas. Et non, on ne fait pas forcément le lien, absolument. On n'y pense pas. Alors, on a démontré qu'un écran faisait chuter le niveau de mélatonine à 10% et qu'en fait, avec un CMO, on rétablissait un niveau de mélatonine normal. Donc là aussi, on va aller le fait de mettre une protection en place va nous permettre de combattre en dehors du stress, on va combattre tout un dérèglement de l'homéostasie individuelle. C'est très, très intéressant. Ouais. Il faut chercher ensuite une aide avec une prise en charge avec des pédopsychiatres, orthophonistes, ergothérapeutes qui soient compétents dans le domaine. L'exemple du petit-fils de mon ami a bien montré que quand on a affaire à des gens qui ne connaissent pas ce problème, on met l'enfant dans le sac de troubles du spectre autistique ou d'hyperactivité, d'où ce que vous voulez, et qu'en fait,
En fait, on n'a pas une prise en charge correcte. Et déjà, le préalable, c'est la suppression progressive de l'écran, la remise en place d'un comportement social familial d'intégration de l'enfant à la vie avec une suppression de tous les écrans. L'étude de 1998 montrait déjà que l'exposition à la télé pendant le repas, c'était une catastrophe. Mmh. Il y a des troubles du langage. Mmh. Donc ça fait quand même 25 ans, un quart de siècle. Et ça n'a fait que s'accentuer, parce qu'avant, il y avait à la limite presque que la télé en mangeant. Aujourd'hui, bon, on le répète, mais le téléphone est une continuité de la main. Il y a la télé, le téléphone, et bon, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est intéressant parmi ce que... Il y a la blagounette de la dame qui donne un livre à un enfant qui dit « Non, non, c'est un livre, t'as pas besoin, tu tires pas le bouton, il n'y a pas de pile pour le charger. » Eh oui, presque plus habitué. Voilà. C'est ça. Puis bon, il y a le plaisir de toucher le livre, de tourner les pages. Absolument. Les odeurs, le coucher. Ce qu'on peut faire aussi, c'est proposer pour un enfant des doses adaptées d'afanisoménon flosaquae ou algues de clamate qui est vendue donc sous le nom d'Alpha One, qui est la seule qui ait une autorisation en Europe, qui contient un précurseur de la dopamine qui diminuera le phénomène de manque. D'accord. Alors, clamate chez Alpha One, ça on a bien compris. Est-ce que vous pouvez redonner le nom, le premier nom? Oui, Afanisoménon flosaquae. Voilà. Qui est une algue, en fait, c'est une bactérie bleu verte, on parle d'algue, mais elle a un noyau qui est ramassé au niveau du lac Klamath, qui est un lac qui a un contrôle écologique, etc. La marque Alpha One est celle qui a l'autorisation de commercialisation en Europe. Voilà. Donc, en dehors des propriétés sur des cellules souches de cette algue sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, il y a un précurseur de la dopamine qui va lutter contre le phénomène de manque de dopamine qui pousse l'enfant à aller chercher l'écran. C'est intéressant, c'est intéressant. Et donc, quels seraient les dosages à peu près pour la clamate pour les enfants? Pour un enfant de 3 ans, on peut donner 1 milligramme par jour, on peut aller jusqu'à 1 gramme sans problème. Alors, je ne sais pas si c'est de mon côté, le sang a légèrement baissé pour un enfant demi à 1 gramme. Un demi à 1 gramme par jour. En deux prises. En deux prises. En 250 mg ou la cuillère à café fait 1 gramme. Parfait. En dehors des repas? Avant le repas. Avant le repas. D'accord, très bien. Quand les enfants n'arrivent pas à avaler quand elle est en poudre, il faut la donner avec un jus de pomme, mais quand ils peuvent pas avaler les gélules, mais on arrive, en plus, la stimulation des cellules souches a son importance au niveau, c'est une stimulation des cellules souches de moelle osseuse qui se fait essentiellement, et on a la preuve depuis quelques années qu'il y a un nouvel organe qui n'avait pas du tout été décrit, qui sont des canaux qui partent de l'intérieur des os plats du crâne et qui peuvent véhiculer les cellules souches de moelle osseuse vers le cerveau où elles se transforment en cellules souches neurales. Intéressant. Voilà. Très bien. Et donc la clamate contribue à cette synthèse. Voilà, surtout cette multiplication des cellules souches. Formidable. Donc, formidable. On peut rétablir des circuits, on peut avoir des récupérations sur des AVC gravissimes, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Vous le savez, docteur Paya, je vous en ai déjà parlé et que je suis très intéressée sur un dossier sur la clamate. On en a déjà parlé ensemble. Hein. On va faire un dossier, d'accord. Non, mais vraiment, la clamate, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et je serais ravie que vous veniez nous en parler plus en détail encore. Avec grand plaisir. Mais ce que je veux dire, moi, je l'ai utilisé pour récupérer de mon AVC. Voilà. Voilà. Et donc, je peux en parler. Oui, par expérience et auprès de vos patients et pour une expérience personnelle,
Et puis, avec votre expérience de médecin, donc vous savez ce qui se passe à l'intérieur du corps lors de cette prise. Donc, ben, je serais ravie. Je serais ravie. Ma première fonction comme médecin, j'ai fait de la réanimation neurologique dans un CHU pendant 3 ans et demi. Bon, ben voilà. Donc, qui de mieux que vous pour nous parler de tout ça? On en reparle tout à l'heure. Mais en tout cas, la clamate peut être intéressant aussi en complément. Donc, un arrêt, si je reprends un peu ce que vous nous conseillez, donc un arrêt, alors le progressif selon la réaction de l'enfant, comblé par une activité un peu ludique, avoir vraiment, voilà, recréer une souche un peu familiale, certainement en montrant aussi l'exemple. On peut imaginer une soirée sans écran pour toute la famille. Et là, je vous dis l'exemple de l'ami du petit-fils de mon ami. Il y a la deuxième sœur qui est une fille qui a 13 ou 14 ans, qui est une gamine brillante. Et elle a dit, explique-moi. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien, et on va dire à son père, on va, les deux grandes sœurs, on dit, on va canaliser le père du petit pour qu'il arrête de lui donner un écran. On s'en occupe. Excellent, excellent. Et mais donc, il est vrai que la pédagogie chez les enfants fonctionnait aussi. Au bout de 6 mois, le gamin parle et a un comportement pratiquement normal. Voilà, donc ça revient. C'est ce que j'allais vous poser comme question après avoir reparlé un petit peu des conseils de ce qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire qu'un retard. Plus ça dure, plus c'est long à récupérer. D'accord. D'accord. Mais ça se récupère. C'est important que les parents s'en rendent compte qu'il faut une interruption. Plus il y a une imprégnation à l'écran, c'est comme la drogue, plus c'est dur à récupérer. Et là, il y a une motivation de tout le monde, il faut que tout le monde comprenne. D'accord, d'accord. Donc vous êtes d'accord avec ça, du fait de ne pas mettre d'écran. Alors on parlait de 3 ans, vous parlez de Cyril Cyruni qui parlait de 6 ans. Cyruni est passé de 3 ans à 6 ans. C'est ça, c'est ça. Donc vous êtes en accord avec... Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, mes petits-enfants, c'est maximum une demi-heure de télé le soir après les devoirs, non, mais elles sont petites encore. Mais pour les enfants plus grands, c'est les devoirs, la toilette et ensuite un petit peu quelque chose à regarder qui ne soit pas violent juste avant le repas. Et puis plus rien après le repas du soir. Il faut qu'au repas, tous les écrans soient éteints. Oui. Oui, oui. Très bien, on va vous suivre et à vous et à Boris Cyrulnik sur les 6 ans, voilà, limiter et même interdire en fait les écrans jusqu'à 6 ans. On sait que parfois c'est difficile, voilà, mais bon, mais on voit les gamins dans les poussettes se balader avec un portable, un smartphone. Je l'ai vu aussi. J'en ai vu mordir le téléphone. C'est incroyable. J'en ai croisé aussi. Oui, oui, c'est incroyable. Et l'utilisation de l'écran qui a un correcteur orthographique, ben, on a tous vu ce que donnait l'orthographe Facebook. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui en plaisantant avait appelé ça le Fécherel plutôt que le Bécherel. Ah, excellent. Non. Le Fécherel, c'est excellent. On ne comprend pas ce que les gens écrivent. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est totalement phonétique. Totalement phonétique. Absolument. Le Fécherel, ça me plaît beaucoup, ça. Déjà que les émoticônes ont remplacé les hiéroglyphes et qu'il faut comprendre. C'est vrai. C'est vrai. C'est un problème de santé publique très grave. C'est le devenir des enfants qui se joue. Et ça ne peut se rattraper qu'avec un engagement total de la famille, aussi bien des parents que des frères et sœurs, des grands-parents et autres. C'est vraiment, il faut faire attention parce que sinon on va avoir une génération d'idiots, d'inadaptés sociaux. Oui, oui. Le QI a déjà, alors avec tout ce qu'on peut redire sur le QI, je sais qu'il y a plein d'études qui reparlent du QI, mais en tout cas, certaines mettent en avant qu'il y a clairement une baisse ces dernières années. Mais plutôt que le QI, il faudrait parler de quotient émotionnel. Alors lui, on a aujourd'hui
des adolescents qui, sur le plan émotionnel, ne connaissent qu'une réponse, c'est la violence. Mhm. Oui, oui. Quand La on peut pas frustration. obtenir quelque chose, on devient violent. Mm. Absolument, Et absolument. Oui. c'est un cercle infernal qu'il faut casser. Mm. Très bien. Voilà. C'est pas réjouissant, mais je vous ai donné quelques clés pour Si, comprendre, quelques clés bien pour sûr que c'est avoir. réjouissant. Bien sûr que c'est réjouissant parce qu'on voit bien l'impact tout l'impact des écrans, on comprend bien sur la rétine, sur les neurotransmetteurs, sur le comportement, sur les retards cognitifs. Donc on entend bien. Mais ce que vous nous dites quand même, c'est que ça peut se réguler plus ou moins sur du long terme, selon le moment où il y a ces rectifications là qui se mettent en place, de nouveaux rituels à mettre en Si place. l'environnement est réactif, il faut C'est ça. en moyenne 6 mois pour avoir une réponse. Voilà. Bon, mais 6 mois, ça reste très correct en temps. Donc Dans voilà, la vie d'un enfant par rapport à son avenir, c'est peu de choses. c'est ça. C'est ça. Mais euh, là aussi, je le répète, il faut que tout le monde soit d'accord pour contrer le maillon faible qui va donner un écran pour avoir la paix. Tout à fait. On a bien compris que c'est une décision familiale, Oui, collective, de groupe collectif. familial et vraiment jusqu'aux grands-parents, par exemple. Enfin, vraiment. Donc, toutes les personnes qui sont amenées à garder l'enfant. C'est vraiment une décision collective pour limiter et mettre en place de nouveaux rituels. Et puis des protections de protection CMO, protections qui vont aussi Il faut aider bien à comprendre limiter. que par rapport à un écran, l'utilisation de jeux, des cubes, des puzzles, d'un livre, ça entraîne un circuit et surtout une utilisation de la main qui crée des circuits qui sont nécessaires pour la vraie vie. La vraie Oui. vie, c'est pas un écran. Se reconnecter à nos sens. Vous nous parlez de développement sensoriel. On a démarré le webinaire sur cette notion-là. On peut le clore sur cette notion-là de Oui, retrouver nos sens. En plus, là, le printemps arrive, là, l'été arrive, donc sortons aussi. utiliser pour calmer l'enfant certaines musiques aussi qui ont des vibrations particulières. Absolument. Euh, Moi, je dis toujours que je reviens à Bach, mais il est certain, par exemple, que l'utilisation de la musique de Mozart fait pousser des tomates, calme les veaux dans une étable, et il y a des choses à utiliser. La Pachelbel. musique, la musique baroque avec un diapason à 432 ou plus bas parfois, a des vertus calmantes. Et il faut apprendre à l'enfant à ne rien faire, à écouter une musique qui va le calmer. Mhm, mhm. Mais la musique classique, effectivement, a des vertus fabuleuses. Et c'est de l'éducation, c'est de l'habitude, en fait. Les goûts aussi se suscitent dès l'enfance. Donc, Regardez déjà dans les années 70, il y avait une technique qui avait été mise au point en Bulgarie pour apprendre les langues, mais en fait, ça marchait pour apprendre un tas de choses. C'est-à-dire qu'on apprenait, on mémorisait en utilisant de la musique baroque. Et ensuite, on utilisait certaines musiques, en particulier du Mozart, pour ressortir ce que l'on avait appris et mémorisé. Et ça faisait un ancrage. Lozanov, c'était la technique de Lozanov, le bulgare. Et ça marchait très bien. très bien. Ben voilà, un nouveau conseil à mettre en place. De la musique classique. Debussy, Chopin aussi, c'est si beau à écouter. Et Oui. ouais. Alors, Chopin chez Lozanov, c'est le deuxième stade. Vous rentrez l'information avec la musique baroque. Dieu sait si des étudiants ont appris beaucoup de choses avec le canon de Pachelbel, par exemple. Bien sûr, Pachelbel, bien sûr, Et, formidable. et, On en et parlait. ensuite, on peut recracher l'information avec le Chopin. Bon, je ne le connais pas, ce monsieur. Lozanov, vous dites? Ouais. Bon, je vais aller regarder ses travaux. Bon, ça date des années 70, c'est très intéressant. D'accord, bah formidable. On va aller creuser cela tous ensemble. Docteur Paya, merci infiniment, toujours pour vos éclairages précieux, vos expériences, votre regard toujours novateur sur des sujets qui nous touchent au quotidien et qui peuvent être rectifiés tout de suite. La vie n'est intéressante que si on est curieux. Et être curieux, c'est toujours ce que j'ai fait.
c'est démonter le mécanisme pour comprendre pourquoi. Voilà. Et ce que vous nous aidez à faire par ricochet à nous aujourd'hui. Donc, merci infiniment pour tous ces précieux messages. Merci à vous, Mathilde, et à une prochaine émission sur l'algue de Clamate. Oh, formidable. Formidable. Avec grande joie. Merci pour votre écoute. Très belle semaine à tous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir, Dr Paya. Au revoir.